bonjour à tous. Oui. Alors, ça fait 3 ans qu'on développe la branche design fiction au sein du pôle et aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt de développer ce type de pratique au sein d'une école d'ingénieurs. Donc, prospective, on va parler un peu de futur. Donc, petit exercice pour commencer, je vais vous demander d'imaginer à quoi ressemble l'école de demain. Allez-y, la salle de classe dans 10 ou 20 ans. Beaucoup d'entre vous vont sûrement tomber sur des résultats similaires à Google Images. Vous en faites pas, c'est normal, c'est même très très courant. En effet, nos imaginaires, surtout lorsqu'ils s'intéressent au futur, vont s'orienter vers des futurs très technologiques, des salles de classe avec des écrans tactiles, des casques VR, des robots, des hologrammes, bref. Ces imaginaires, les imaginaires de manière générale, ce sont le système racinaire de nos sociétés humaines et elles conditionnent en fait notre manière d'être au monde. Ce qui est dommage avec ces imaginaires, c'est que comme on va naturellement et très rapidement vers ceci, on se prive d'imaginer d'autres types d'écoles. Par exemple, l'école forêt. Oui, après tout, ça se développe beaucoup dans les pays du Nord et ça démontre énormément de bienfaits sur le développement de l'enfant. Je nomme connexion avec la nature, respect de l'environnement, développement physique, social, émotionnel, réduction du stress ou encore amélioration de la concentration et de l'attention. Des bienfaits qu'on ne retrouve pas avec les écrans qui, à l'inverse, montrent plutôt des impacts négatifs sur ces jeunes générations. Donc oui, il y a un problème avec nos imaginaires. Certains diront qu'ils sont en panne, certains diront qu'ils sont coincés. Enfin bref, il y a quelque chose à faire là-dedans. Les imaginaires sont narrés de manière différente, que ce soit des récits, des histoires, et évoluent au fur et à mesure des générations. Mais on observe que les imaginaires qui concernent le futur, eux, sont tout le temps orientés, majoritairement orientés vers le progrès technologique ou scientifique. Aujourd'hui, ce rêve technologique existe encore. Il nourrit même l'innovation, mais il nourrit notre innovation, mais ce rêve technologique ne fait pas le poids avec la réalité climatique et sociale de notre société. En effet, il y a une incohérence entre imaginaire et réalité qui crée un manque de sens, un sens sans lequel il est difficile d'entreprendre. C'est pour ça, quand le pôle innovation et design a souhaité développer de nouvelles démarches et en voyant que le design s'intéressait déjà à la prospective, nous sommes intéressés à la prospective créative en vue d'outiller les ingénieurs et autres publics à l'exploration des futurs. Alors, pour ne pas se perdre un peu dans le jargon, on parle de prospective classique, prospective créative, design fiction. Pour essayer de vous la faire simple, comment on le définit? Alors, la prospective classique, elle va consister à explorer une diversité de futurs en se basant sur des variables, des outils comme l'analyse et l'expertise, dans le but de développer des stratégies et des politiques adaptées. La prospective créative, elle va laisser plus de place aux imaginaires, elle va se permettre d'explorer des horizons plus vastes, laisser plus de place à la créativité, à la collaboration, dans le but de générer de nouvelles idées. Le design fiction, lui, va encore plus loin, puisqu'il va explorer ces futurs de manière critique cette fois-ci, dans le but d'y détecter des problématiques ou autres controverses qui méritent discussion. Le but ultime du design fiction, c'est de créer du débat pour questionner, en fait, quelle est la limite du préférable, en fait, du souhaitable. Alors, on va en parler plus après, mais globalement, pour créer du débat, comment ça marche? Premièrement, on va à la recherche de signaux faibles, donc on observe le présent, on s'interroge, on observe en fait des indices du futur cachés dans le présent, qu'on va extrapoler ou imaginer dans un futur, en imaginant du coup des scénarios. Et ces scénarios, au lieu de les raconter avec des mots ou des chiffres, on va plutôt les raconter avec ce qu'on appelle des artefacts, donc des prototypes tangibles qui racontent eux-mêmes cette histoire. Donc on va être un peu plus connecté au scénario, ce qui va ouvrir la discussion et le débat. Par exemple, si je veux vous faire vous questionner sur la place grandissante des réseaux sociaux dans votre quotidien, je pourrais vous montrer cette boîte de médicaments qui pourrait se trouver dans votre bureau ou dans votre sac à main. Donc le FOMO démol, qui fait référence au Fear of Missing Out, le FOMO, un mal-être généré par les réseaux sociaux. Donc c'est un objet tout simple, mais qui vous questionne peut-être en mode « Waouh, est-ce que mon addiction irait jusque-là, jusqu'à devoir me soigner avec des médicaments? Est-ce que les réseaux sociaux prennent une place tant prenante? Et puis, de manière générale, est-ce que nous devrions utiliser des médicaments pour soigner nos émotions ?» Ce qui nous intéresse beaucoup dans le design fiction, et là j'ai la manette maudite qui arrive. Voilà. Okay. Ce qui nous intéresse beaucoup dans le design fiction, c'est cette notion d'artefact, en fait, de pouvoir incarner ce scénario et de créer une sorte de relation cognitive et émotionnelle avec, qui va nous permettre de mieux nous projeter dans ce que veut dire ce scénario.
Ça peut être utile pour aborder des problématiques complexes ou transmettre des informations compliquées, ce qui nous paraît pertinent pour un futur ingénieur dans un monde où la science est de moins en moins entendue. Ce qui est intéressant dans le design fiction, c'est que c'est une discipline qui est, on va dire, naissante, qui n'est certainement pas formalisée comme le design thinking, parce qu'elle offre énormément de bienfaits que chaque acteur différemment ne va pas utiliser de la même manière. C'est un peu le sujet de la table ronde de cet après-midi. En gros, vous pouvez l'utiliser dans une logique de création, de par cette ouverture des imaginaires, ça va peut-être vous inspirer, vous permettre d'appréhender les futurs usages, aligner une vision, booster votre créativité. Sinon, de par l'héritage du design fiction, de vouloir débusquer ces problématiques, il y a cette observation et cette critique qui peut servir votre stratégie, ou bien ces artefacts qui facilitent le débat et le positionnement personnel, qui peuvent permettre de faciliter la décision et la mise en action. Pour chacun de ces axes, il y a des compétences qui sont intéressantes, la veille, la créativité, l'analyse systémique, critique, le prototypage ou encore le positionnement artistique. Outil qui nous permet pertinent de propager au sein d'une école d'ingénieurs et vers d'autres acteurs. Cette année, on a eu la chance, donc des approches qu'on a envie de propager au grand public, donc c'est pour ça qu'on a travaillé dessus. Pour ceux qui ont suivi nos formations, vous connaissez nos 2 salles à ambition pédagogique. La première, c'est le bureau de Cécile, qui vous projette dans un scénario post-exode urbain. Et si en 2028, la majorité des cadres vivraient à la campagne, à quoi ressemble la société ? Et cette salle est accompagnée d'une salle annexe qu'on appelle la cuisine et qui présente en fait le processus, la démarche qu'on a suivie et développée au sein de la D-School dans le but d'être transmissible à un public, encore une fois, ingénieur et professionnel. Le but, encore une fois, c'est de donner les clés pour explorer ces futurs et de comprendre cette démarche entre sciences et art qui fait appel à du sensible, du critique, du systémique et autres. Cette année, on a pu la tester avec des étudiants de première année. Ulysse, Lucie, Louise et Camille ont choisi le cours « Le design fiction pour imaginer la ville de demain ». Et au lieu d'imaginer plusieurs villes en se basant sur des partis pris forts en low-tech ou en high-tech, par exemple, on est plutôt parti de l'idée que la ville de demain, elle sera à l'image de la société avec laquelle elle évolue. Ses mentalités, ses croyances, ses peurs, ses attentes ou encore le contexte géopolitique dans lequel elle s'inscrit. Du coup, à partir d'une veille, les étudiants ont dû définir 3 tournants, ou ruptures, si vous voulez, majeures, qui ont été vraiment des game changers, je voudrais dire, pour notre société, nous amenant à des mentalités et des modes de vie bien différents. Un tournant technologique, un tournant social et un tournant politique. Pour chacun des tournants, ils ont pu rédiger des scénarios, ils ont dessiné un peu ce nouveau monde, ce nouveau normal en 2037, à quoi ressemble la société, nos usages, nos mentalités, notre rapport aux autres, le monde de la santé, de l'éducation, etc. Et ont même fait voyager des étudiants dans chacun de ces scénarios, pour voir comment des étudiants de leur âge se retrouvaient dans ces différents mondes. À partir de ça, ils ont pu déduire 3 types de villes qui répondent du coup à cette société, à ses usages et à ses besoins. Quand on pensait que le débat aurait lieu principalement lors de la restitution qui a eu lieu dans le hall de l'école, au dire des étudiants, le débat a eu lieu tout le long du semestre, en fait. Entre 4 à travailler ensemble, ils se sont posés beaucoup de questions éthiques. Ils ont questionné à la fois les normes et les valeurs qui motivent leurs actions et se sont interrogés à la notion de conflit d'intérêts et de compromis. Donc on est très satisfait des compétences qui ont été développées lors de ce cours, en fait, parce qu'en plus d'une meilleure compréhension des enjeux sociaux et économiques pour des étudiants ingénieurs, il y a tout ce questionnement éthique et cette identification des motivations qui est vraiment intéressant. Des compétences nécessaires. Si on regarde un peu le guide des compétences développement durable et responsabilité sociale développé par la CPU et la CGE en 2021, on retrouve des compétences intéressantes que comprend le design fiction, former une vision systémique, prospective et collective du monde de demain en intégrant une prise de responsabilité tout en conservant une vision éthique et en permettant et en accompagnant les changements nécessaires pour vivre ensemble le monde de demain. Donc oui, le design fiction peut être très intéressant dans une école d'ingénieurs pour construire le monde de demain. Mais pour construire le monde de demain, encore faudrait-il vouloir le vivre, non? Parmi vous, qui se souvient de cette chanson de Mickey 3D, Respire? Ok, il y en a quelques-uns. Alors, cette chanson délivre un message écologique et a remporté plusieurs victoires de la musique, et même celle du meilleur clip, malgré ses graphismes un peu arriérés.
Donc cette chanson, quand elle est sortie, j'étais en primaire et je me souviens très bien du sentiment que j'avais ressenti en écoutant les paroles, un sentiment d'anxiété par rapport à cette chanson qui m'expliquait par exemple ce que j'allais devoir raconter à mes petits-enfants quand je serai grande. En fait, elle s'adresse à un enfant pour l'alerter sur l'état du monde. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Voilà. Donc vous l'avez compris, cette chanson s'adresse à un enfant pour l'alerter sur l'état du monde dans lequel les parents lui laissent. Donc étant profondément marqué par ça, il y avait aussi cette dernière phrase à la fin. Alors voilà petit, l'histoire de l'être humain, c'est pas joli joli et je connais pas la fin. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, quand on me raconte une version de la fin, je sais pas si j'ai envie de l'entendre. Et je sais en tout cas que j'ai pas envie d'y aller. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus. 20 ans plus tard, c'est toujours pas joli joli. 20 ans plus tard, la fin n'est toujours pas glorieuse telle qu'on la présente. Et 20 ans plus tard, je suis triste de constater que les anxiétés que je ressentais à l'époque se sont largement généralisées. Vous avez sûrement vu passer ces résultats parus il y a 2 ans dans The Lancet. Alors, 75% des 16-25 ans jugent le futur d'effrayant, 56% estiment que l'humanité est condamnée et 45% souffrent d'éco-anxiété. Alors, éco-anxiété, plusieurs termes et définitions sont proposés, mais globalement, c'est un sentiment de détresse face au dérèglement climatique. Les symptômes sont variés, insomnie chronique, état dépressif, troubles anxieux, comportement alimentaire compliqué ou d'addiction, ou encore des sensations de paralysie temporaire quand il s'agit de prendre des décisions qui concernent l'avenir. Ce ne sont pas vraiment les ingrédients dont nous avons besoin pour construire le monde de demain. C'est pour ça, au sein du pôle, au-delà de développer, de vouloir nourrir de nouvelles compétences pour les ingénieurs de demain, par la pratique du design fiction, nous avons cette volonté de stimuler ou créer cet optimisme pour donner envie à ces futurs ingénieurs de créer ce monde de demain et se mettre en action. Après tout, si le design fiction me permet, à partir du présent, d'explorer une pluralité de futurs et de nouveaux mondes, il doit bien être capable de me permettre d'en trouver certains qui sont verts, joyeux, des futurs qui me donnent envie d'aller vers eux. Vous savez, ces fameux mondes de bisounours dont on parle de manière souvent péjorative dans le monde de l'entreprise. En effet, il faut inspirer, chercher les signaux faibles inspirants et voir comment une contrainte comme le dérèglement climatique peut se transformer en opportunité et faire rêver. C'est important que nous soyons outillés par rapport à l'éco-anxiété, surtout pour les acteurs du monde de l'enseignement. Et il est montré dans les différentes stratégies conseillées pour face à l'éco-anxiété, de trouver un sens positif, réimaginer le futur, donner des exemples positifs. Donc oui, il peut être facile d'être pessimiste. On sait que les actions doivent être prises collectivement. C'est pas toujours facile de se coordonner, de se comprendre, de se mettre d'accord. Et puis on a l'impression que c'est de plus en plus dur de mobiliser. Mais peut-être que si on commençait à se raconter des belles histoires, discuter ensemble de ce qui est souhaitable, on arriverait plus facilement à accélérer la machine vers le monde de demain, celui que nous avons choisi de vivre. Et comme le design fiction a lui aussi son histoire, on a beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir parmi nous une figure emblématique du design fiction. Pour être un des cofondateurs de Near Future Laboratory, j'ai nommé Nicolas Nova.